Bonjour, monsieur le député. Vous êtes député de la Moselle, vous appartenez à la République en marche, vous êtes président du groupe franco-allemand à l'Assemblée nationale et vous êtes aussi membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Bonjour, Herr Bonjour. Wittmann. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Comment allez-vous? Comment arrangez-vous avec ce confinement? Alors, on essaye au maximum de respecter les mêmes règles que tous les Français et de remplir les conditions de l'attestation dérogatoire de sortie. De mon côté, il y a quelques exceptions à ça. J'ai repris du service à la régulation des urgences dentaires du département de la Moselle, puisque je suis chirurgien dentiste de profession. Donc, ça me fait sortir 3 fois par semaine, une demi-journée jusqu'à Metz pour essayer de répartir au téléphone les urgences vers les 4 cabinets qui sont ouverts quotidiennement sur le département de la Moselle. Pour le reste, beaucoup de choses se font en home office, comme vous dites, en télétravail, avec beaucoup d'échanges par messagerie écrite avec mes collaborateurs en permanence, qui sont chacun chez eux, et de nombreuses visioconférences avec l'exécutif français, le gouvernement, pour que nous puissions continuer notre mission de contrôle de l'action gouvernementale et interroger, mais aussi beaucoup de réunions en interne au groupe La République En Marche, mais aussi des réunions avec mes amis allemands dans le cadre de mes fonctions de président du Parlement franco-allemand. Oui, ce que j'ai oublié à citer. Euh, Ensemble avec votre homologue au Bundestag, Andreas Jung, vous êtes l'auteur d'un appel Ensemble contre le coronavirus du 6 avril 2020. Cet appel devenait-il nécessaire après des carences dans la coopération franco-allemande que vous avez constatées? Alors, je ne vais pas parler de carence de la coopération franco-allemande parce que je pense que notre appel est plus large que ça. Notre appel, il a une portée européenne impérative. Il a la dimension de dire que l'échelon aujourd'hui pertinent pour régler les grands défis de l'avenir est l'échelon européen. Nous nous félicitons sur le franco-allemand de ce que nous avons réussi à mettre en place des échanges de malades. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Luxembourg ont accepté des malades français, ce qui a permis à des médecins français de ne pas avoir à choisir sur qui ils allaient réanimer ou pas. Et ça, c'est ce qui restera dans la grande histoire. C'est grâce à l'accueil d'autres pays européens de nos malades que nous n'avons pas eu à trancher ce choix. Sur le plan plus local, puisque je suis aussi un député d'une circonscription frontalière, sur le plan du comité de coopération transfrontalière qui était dans le traité d'Aix, nous demandions une participation, une implication plus forte. Parce que c'est ici, sur les zones frontalières, que nous voulions commencer à expérimenter un espace économique durable commun. Et cet espace économique durable commun, il a aussi des versants sanitaires. Mhm. Et nous avons vu les limites. Nous avons vu les limites, nous avons vu ce qu'il faut améliorer. Donc, dans cet appel, nous proposons des perspectives futures sur une coopération sanitaire à l'échelon européen, par exemple la gestion au niveau européen des stocks, des capacités de réanimation, l'établissement de ponts aériens. Mais nous disons aussi à nos deux gouvernements, attention, lorsque l'on remonte subitement des frontières comme ça, on abîme quelque chose qu'on a mis des dizaines d'années à construire. Mhm. Dans votre appel, vous l'avez déjà dit, la solidarité en Europe est une exigence clé dans votre appel. Est-ce que vous avez eu des réactions positives des parts du gouvernement? Alors, je dois dire que l'appel, vous l'avez dit, il date du début avril. Mhm. Aujourd'hui, nous sommes fin avril et beaucoup de choses se sont passées depuis. Depuis, nous avons réussi à faire une déclaration avec la plupart des membres du bureau de cette assemblée parlementaire franco-allemande. Depuis, Andreas et moi avons réussi à convaincre
Michael Roth et Amélie de Montchalin, les deux secrétaires généraux à la coopération franco-allemande, de convoquer jeudi dernier une réunion Ah, attention, ça va attention, il y a une coupure. Avec Montchalin, c'était coupé maintenant. Ouais, je vous entends. Vous reprenez cette réponse, s'il vous plaît. Alors, oui, nous avons été entendus parce que depuis, des choses se sont passées. Depuis, il y a eu une déclaration commune d'un certain nombre de députés, membres du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Depuis, Andreas Jung et moi-même avons demandé aux deux secrétaires généraux à la coopération européenne, à la coopération franco-allemande, pardon, Amélie de Montchalin et Michael Roth, d'organiser une réunion en urgence du comité de coopération transfrontalière qui a eu lieu jeudi dernier. Donc, on voit bien que l'appel de parlementaires qui sont au contact du terrain, qui voient l'action localement et qui la remontent à leur gouvernement, porte ses fruits et peut les porter très rapidement aujourd'hui. Oui. Vous avez déjà dit sur le plan sanitaire, il y a un certain rôle de protecteur de l'Europe. Il y a aussi cette question avec la communautarisation des dettes. Selon votre papier, j'ai l'impression que vous ne souhaitez pas des Corona bonds ou quelque chose comme ça, mais le MES serait suffisant. Alors, encore une fois, on a fait notre papier 2 jours ou 3 jours avant que les ministres de l'économie des pays se rencontrent. Hmm. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont donné suite à notre appel. Et nous savions que cette question des coronabons était quelque chose de délicat. Mais ce qui est important de notre point de vue, c'est que les coronabons n'ont pas été mis de côté. La discussion a été différée. Et ce que nous disons aussi, parce que dans l'appel, nous disons Einig Deutsch, entendez-vous. Nous demandons à ce que nos gouvernements s'entendent parce qu'il est impératif aujourd'hui, si nous voulons sauver notre modèle de civilisation, de s'entendre aussi sur les versants économiques. Le lockdown était-il trop strict pour la frontière franco-allemande? Alors, par le lockdown, vous entendez la fermeture de la frontière Oui. franco-allemande. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut étudier en un bloc. Il y a plusieurs situations. Il y a la situation entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg où coule le Rhin au milieu et où il y a peu de points de passage et où on a réussi à maintenir quelques-uns pour les travailleurs frontaliers et les marchandises. Entre la Moselle et la Sarre, c'est un peu différent. Il y a 35 points de passage routiers qui se sont résumés lorsque le lockdown est intervenu à plus que 5 passages. Et la Sarre s'est vite rendu compte qu'elle-même se mettait en difficulté parce qu'un nombre important de personnel qui travaillent en Allemagne habitent en France. Alors, je ne parle pas de français, je ne parle pas d'allemand. Notez-le bien. Je parle d'Européens qui résident en France et qui travaillent en Allemagne. Comme la grande Et région chère à Madame Kramp-Karrenbauer. l'exemple le plus, je dirais, significatif aujourd'hui, c'est celui de l'hôpital Winterberg de Saarbrück, qui est le plus grand hôpital de Saarbrück, dans lequel travaillent 160 personnels de santé qui résident en France et qui, du jour au lendemain, alors que la Sarre doit affronter une épidémie, ne peuvent soit plus du tout se rendre à leur travail, ou alors doivent faire d'énormes détours routiers pour y aller, pour en revenir, et doivent subir les bouchons aux postes frontières qui résultent des contrôles. Donc on a vu là l'aberration de la situation. Nous affrontons une épidémie, nous avons besoin de nos soignants et nous leur rendons la tâche plus difficile en allongeant les temps de trajet et en les faisant attendre dans des bouchons à la frontière. On a beaucoup parlé dans les médias des différences de l'évolution de la pandémie en Allemagne et en France. 23 000 morts en France contre 6 000 en Allemagne. Comment interprétez-vous les différences? Bonne question. Pas de réponse simple à cette situation-là. Je pense qu'il est trop tôt pour comparer quoi que ce soit. Je pense que nous pourrons regarder les chiffres de très près
après l'épidémie, lorsque l'on se sera assuré que le traitement de ces chiffres correspond aux mêmes critères, aux mêmes règles en France et en Allemagne. Par ailleurs, je ne voudrais pas botter en touche sur cette question, parce que certains parlent de politique de test, d'autres, voilà. Mais je vais prendre deux choses qui, à mon sens, sont factuelles. Factuelles. Lorsque l'on prend les courbes du Financial Times, qui démarrent au 20e décès dans chaque pays, on voit que la France a 10 jours de décalage de phase sur l'Italie. Et on voit que l'Allemagne a 10 jours de décalage de phase sur la France. Durant ces 10 jours de décalage de phase est intervenu en France un problème majeur, le rassemblement évangélique à Mulhouse, dont nous savons aujourd'hui que plus de 2000 personnes ont été malades et sont parties sur l'ensemble du territoire. La France n'a pas pu observer durant ces 10 jours de décalage de phase ce qui se produisait en Italie et n'a sans doute pas eu la pleine mesure d'en tirer les leçons. L'Allemagne, qui a pu observer l'Italie avec 20 jours de recul, la France avec 10 jours, a pu adapter sa politique de réaction. Mais encore une fois, ce n'est là qu'un embryon d'explication qu'il faudra compléter lorsque nous aurons à la fin des chiffres comparables avec les mêmes critères de codification et de classification et des gens malades et des décès. Il y a même eu des polémiques autour de la comparaison des hôpitaux en France et en Allemagne. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que la polémique aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va nous faire avancer. Je pense qu'aujourd'hui, il est du devoir des hommes politiques français et allemands qui ont une volonté de faire grandir l'Europe, de s'asseoir à table sereinement, sans avoir l'impression qu'on est en train de jouer un match de foot où on compte les points de mauvais élèves contre bons élèves, mais qu'on se dise une pandémie comme celle-ci. Alors déjà, celle-là n'est pas finie. Elle est loin d'être terminée. Oui. Mais que si ça revient, si on a une nouvelle pandémie de ce type dans 2 ou 3 ans, que l'on ait tiré les conclusions et que l'on arrive à avoir quelque chose d'homogène dans l'ensemble de la population européenne. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ce déconfinement qu'on envisage en Allemagne et en France vient au moment donné ou trop tôt, ou est-ce que les mesures sont trop lâches, ou est-ce que vous attendez une deuxième vague? Vous savez, je travaille beaucoup avec les Allemands et j'ai donc beaucoup de journalistes allemands qui m'interrogent et qui me demandent. Je n'ai pour ma part pas été en Allemagne depuis le 11 mars. Je n'y ai pas mis les pieds. Je n'y suis pas autorisé. Je reçois donc des appels de journalistes qui sont en Allemagne et même parfois de journalistes étrangers qui sont en Allemagne et qui, lorsque eux comparent des situations de deux pays dans lesquels ils ont été, euh, se posent de nombreuses questions. Se posent de nombreuses questions. J'ai vu des films et des photos de ce qui se passait dans les parcs de Berlin hier. J'ai vu des films et des images de ce qui se passe au jardin franco-allemand à Sarrebruck, de ce qui se passe le long de la Sarre à Sarrebruck. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne regardons pas cela de la même manière, puisque nous sommes très inquiets en France sur le déconfinement. Alors, c'est peut-être ma déformation professionnelle, c'est peut-être parce que ma compagne travaille à l'hôpital et confrontée au coronavirus, c'est peut-être parce que je suis un professionnel de la santé, c'est peut-être parce que mes amis d'avant, lorsque je travaillais dans la santé, m'ont parlé, m'ont alerté sur ce que nous avons vécu ici. Voilà. Mais aujourd'hui, nous nous demandons vraiment comment nous allons commencer à déconfiner à partir du 11 mai. Commencer. Et nous voyons que dans d'autres contrées européennes, où les statistiques apparemment sont moins graves que celles en France, les choses se passent avec, disons, moins de contraintes.
Macron avait bien souligné que ce déconfinement soit à partir du 11 mai progressivement, aussi dans le lycée. C'est le mot-clé. C'est le mot-clé. Parce que tout le monde nous est tombé dessus. On dit, ah, c'est pas possible. Mais je dis non, c'est quelque chose de progressif. Rien que dans le métier des chirurgiens dentistes en France, qui ont eu interdiction de travailler pendant la crise pour différentes raisons, euh, nous nous posons de nombreuses questions. Dans les écoles, nous nous posons de nombreuses questions. Les transports scolaires, nous nous posons de nombreuses questions. Et en tout état de cause, nous ferons tout pour maintenir ce que nous avons appelé les mesures barrières, hein, depuis le lavage des mains à l'espace d'un mètre au moins autour des gens, jusqu'à l'utilisation probablement des masques. Mhm. Je cite Le Monde, entre enjeux sanitaires et liberté publique, le débat monte par ailleurs sur les modalités de l'application de Stop Covid, dit Le Monde, qui doivent être débattues par les députés le 28 avril demain. Que pensez-vous du traçage par le mobile? Alors en plus, ça a changé dans le week-end, hein. Le débat demain à l'Assemblée, il sera plus seulement sur Stop Covid, il sera sur le plan de déconfinement du gouvernement. Mhm. Donc, dans l'ensemble. Ce que je pense, moi, je ne suis pas un expert en numérique, en traçage. J'ai vu la semaine dernière dans la Saarbrücker Zeitung que le CISPA, qui est le plus gros centre de sécurité data d'Europe à Saarbrück, se retirait du développement des applications de tracking. Je pense que si ce logiciel est bien expliqué aux gens, si les règles en France, RGPD et puis tout ce qui est sur la liberté individuelle, privacy, politique, ces choses-là, et qu'on est sur une base du volontariat, ça peut être un plus, ça peut apporter. Oui. Le week-end dernier, on a résolu en Allemagne, à Berlin, un stockage décentralisé de l'application. Mm. Ouais. Moi, Euh, je sais ce que disent les spécialistes du CISPA, hein. Les spécialistes du CISPA, ils ont dit la semaine dernière dans la Saarbrücker Zeitung, vous pourrez retrouver qu'à de leur point de vue, il n'est pas possible aujourd'hui de sécuriser complètement à 100% ces données. mhm. Je voudrais revenir sur deux de vos tweets. Vous écrivez sur la ligne de crête, soumis au vent du repli et de la peur d'un côté et aux alliés de la coopération de l'autre, mon choix est fait. Pourquoi soulignez-vous d'une manière si accentuée votre engagement pour le franco-allemand? Et ben parce que pour moi, l'engagement pour le franco-allemand, c'est la condition sine qua non de la pérennité de la démocratie demain. Mon tweet va plus loin que ça. Ici, là où on a refermé les frontières, dans un bassin de vie commun qu'on appelle le Warnt, qui est un espace franco-allemand, on voit aujourd'hui remonter des propos et des choses et des agissements dont je n'aurais pas pensé qu'il soit possible. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que un virus, c'est quelque chose de formidable pour les populistes. Un virus, une maladie, c'est quelque chose de génial pour un populiste. C'est quelque chose dont on ne connaît pas grand-chose, qu'on ne voit pas et dont les gens ont peur, et peur pour leur vie. Lorsque politiquement, un objet dont on ne connaît pas grand-chose, qu'on ne voit pas, qui peut porter atteinte à votre vie, et qui en plus est transmis par l'autre, par celui qui est différent, eh bien vous manœuvrez les populations et vous les manœuvrez vers les moments les plus obscurs des années 30 du siècle précédent. Et c'est ça, ma ligne de crête. Mhm. Ma ligne de crête, c'est d'un côté des gens motivés par l'Europe, qui ont compris que l'Europe, c'est la garantie de la paix. Beaucoup ont oublié ça, mais l'Europe, c'est la garantie de la paix. Et sans paix, il n'y a pas de progrès de l'humain. Et il faut se battre pour cette Europe parce que nous pensons que la démocratie, c'est le moins bon des systèmes, comme disait Churchill, abstraction faite de tous les autres. Nous pensons que c'est le meilleur. Et en face de nous, il y a des hommes politiques de premier rang qui se disent être des démocrates, qui osent faire croire que parce que l'Institut Robert Koch a
classer l'ensemble de la grande région sur les bases du Haut-Rhin, que les gens qui sont là sont des pestiférés capables de vous transmettre un danger invisible, inconnu, et qui va vous tuer. Mhm. C'est ça ma ligne de crête. Oui. Vous dites aussi sur Twitter, Covid-19 aura renforcé le dialogue et c'est dans l'adversité que l'on grandit ensemble, avec un hashtag optimiste. Comment sortiront de la crise? Il s'est passé des choses géniales en termes de dialogue franco-allemand. Hein. Moi, je pense que jamais avant, Le Drian en masse, Montchalin, Rhodes se parlaient aussi souvent. Je pense que jamais avant, à mon niveau, j'appelais mon ami Andreas Jung tous les 2 jours, au moins tous les 2 jours, et d'autres. Je pense qu'avant cette crise, les présidents de région Grand Est et les ministres-présidents des Länder se parlaient, mais pas aussi souvent. Je pense que les présidents de département, côté français, frontalier, n'ont jamais parlé aussi souvent avec leurs homologues. Le problème que je voyais à cela, c'est que chacun travaillait dans son coin. Et c'est pour ça qu'avec Andreas Jung, nous avons demandé une réunion du comité de coopération transfrontalière où tous ces gens-là sont autour de la table. Ça a été créé le 22 janvier dernier. C'est jeune, c'est jeune. Les gouvernements n'y ont pas pensé. Voilà. Mais ils se rattrapent. Et donc, je pense que cette coopération au sein de ce comité de coopération transfrontalière, c'est un bijou d'avenir, parce que ce sera transposable sur toutes les autres frontières européennes, à condition que l'ensemble de ces acteurs qui dialoguent aujourd'hui beaucoup plus qu'avant n'essaient pas chacun dans son coin de faire sa petite sauce, mais que tous ensemble, nous fassions une belle soupe au milieu de ce comité de coopération transfrontalière, même un festin. Merci bien, monsieur le député. Gardons l'espoir et j'aime beaucoup votre optimisme. Merci bien. C'est ce que disait Nietzsche à la fin, il reste l'espoir. Merci à Oui, vous. merci. Guten Tag, Herr Abgeordneter. Hallo.